on va passer à la suite. Sébastien, un autre Sébastien, Sébastien Lotti. Maintenant, pour voir en fait comment on peut passer, on parlait tout à l'heure du travail des data scientists, comment passer de ce travail de data scientist à une solution embarquée dans un objet. Et donc, on va voir sur quelques cas pratiques. Alors, pendant que Sébastien prend la main, comme on le disait tout à l'heure, si ça vous intéresse, on a des exemples d'objets qui intègrent de l'IA sur une carte embarquée qui sont disponibles sur le stand de WeNetwork. Et on sera ravis de vous faire des démonstrations. Sébastien. Merci. Ouais. Bonjour, donc je m'appelle Sébastien Lotti. On va parler un petit peu plus de comment on passe de tout ce qui a été présenté, de l'IA par Nicolas, et le contexte d'utilisation en fait, présenté par Sébastien, de comment on va faire pour l'embarquer dans des systèmes embarqués en plus. Je reprends pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure à la présentation de Nicolas, juste un petit peu ce que... Voilà, on travaille pour un centre de transfert technologique, on a différentes thématiques, on travaille sur différentes thématiques qui sont complémentaires, dont deux, principalement une équipe qui va travailler sur l'algorithme et données, et une équipe qui va travailler sur tout ce qui est système cyberphysique, électronique, capteur, système embarqué. Voilà, c'est important de savoir parce que finalement on verra à travers la présentation que l'IA embarqué est à cheval sur différentes compétences et c'est important de le savoir. Donc pour commencer, on va parler de qu'est-ce qu'un système embarqué, parce que c'est bien de savoir et de bien de le définir en fait. Et une définition que j'ai trouvée plutôt bien faite, c'était sur Wikipédia. Un système embarqué est défini par un système électronique et informatique autonome, souvent temps réel, spécialisé dans une tâche précise. Maintenant, le même site présente bien les contraintes et on verra à quel point c'est important d'intégrer ces contraintes-là quand on fait de l'IA embarqué. L'espace est compté sur des systèmes embarqués. La puissance de calcul est importante à ajuster pour vraiment le besoin spécifique. L'idée, c'est d'avoir un système optimisé. L'énergie est importante. Et forcément, la capacité à prendre des décisions, à faire des traitements rapides et surtout sur le bon timing est d'autant plus important. Donc, dans les systèmes embarqués, on a tout un tas d'exemples qu'on peut citer, qu'on peut voir. Donc là, il y a une petite échelle un petit peu en fonction de leur puissance de calcul. Ça passe des téléphones, des télés intelligentes, les voitures autonomes, jusqu'aux enceintes connectées. Pour chacun de ces usages-là, on va se retrouver avec des systèmes embarqués différents, avec des contraintes différentes, qu'on va aborder de façon aussi différente. À noter quand même qu'un des systèmes embarqués les plus performants, c'est certainement le cerveau humain. C'est même pas sûr. Parce que par rapport à ses capacités et à sa consommation d'énergie, en termes d'optimisation, je pense qu'il est difficile d'égaler. Ce qu'il n'y a pas en tout cas pas encore dans le cerveau humain, c'est ce qu'on va retrouver dans les différents systèmes embarqués qu'on voit ici. C'est les différents composants intelligents qui vont nous permettre ensuite de pouvoir programmer ou exécuter des algorithmes d'intelligence artificielle. Donc ça va être des FPGA, c'est des systèmes programmables, des microprocesseurs ou des microcontrôleurs, plutôt faits pour des systèmes qui sont plus économes en énergie. Typiquement, des microprocesseurs, on va les retrouver dans les téléphones, là où des microcontrôleurs, on va plus les retrouver dans des enceintes connectées ou des IHM quelconques ou des systèmes portables, par exemple. L'introduction à l'intelligence artificielle, finalement, Nicolas l'a faite tout à l'heure, je ne vais pas la reprendre. Il y a différents domaines. Dans le suite de la présentation, on va s'intéresser plus sur les réseaux de neurones, donc, qui font partie du dernier cercle. Et surtout de la contrainte liée au réseau de neurones pour rentrer dans des systèmes embarqués. Alors, on en a parlé aussi un petit peu tout à l'heure. L'émergence des technologies et des recherches autour de l'IA et l'émergence de l'IoT, Sébastien l'a bien introduit tout à l'heure, permet d'avoir et d'imaginer beaucoup de services. Donc, je ne répéterai pas ce qu'a dit Sébastien tout à l'heure. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de zoomer un petit peu plus sur ce que va pouvoir apporter l'intelligence artificielle embarquée. Et Sébastien l'a bien introduit tout à l'heure. Donc réduire la consommation de la bande passante, la consommation d'énergie, réduire la latence,
c'est-à-dire le temps de réaction du système, protéger la vie privée des personnes, améliorer la robustesse. La robustesse parce que quand on est dépendant d'un système décisionnaire qui est distant, par exemple, si on a une faille ou une perte de communication par rapport à ce système-là, on va avoir des problèmes à pouvoir agir. Quelques slides pour illustrer un petit peu mes propos. Aujourd'hui, on est encore dans un système qu'on peut retrouver comme ça, donc avec, on va dire, vos montres connectées ici, ou un certain nombre d'équipements, une gateway qui va permettre d'accéder ensuite au cloud. On parle de plus en plus de edge computing, donc la capacité à intégrer des algorithmes plus proches de la zone où elles ont été traitées finalement. Donc 2 niveaux de edge computing qu'on peut voir, une au niveau de la gateway, une au niveau directement de l'objet lui-même. On voit bien la différence. Si on traite les données en haut, finalement on a besoin que les objets remontent toutes les données qu'ils captent jusqu'à la gateway, que la gateway remonte les données de tous les capteurs jusqu'au cloud pour qu'ensuite le traitement soit effectué et ensuite demande un ordre ou une exécution vers les objets distants. Maintenant, si on transfère cette capacité de calcul au niveau de la gateway, on voit bien que déjà on réduit un des tuyaux. Donc si on réduit un des tuyaux, finalement on a besoin de stocker moins de données au niveau du cloud, on a besoin de moins d'énergie pour transmettre et on va moins congestionner les réseaux en fait. On voit bien que tout ce qui est tous les débats autour des déploiements d'infrastructures, de communication, etc., qui nécessitent d'être déployés pour avoir une garantie finalement de bande passante. Si on continue dans le rythme qu'expliquait Sébastien tout à l'heure, rapidement on peut arriver à des niveaux de saturation où il faut installer plus d'antennes, plus de réseaux, etc. Donc c'est une des solutions, c'est de mettre le calcul au niveau de la gateway. Maintenant, par définition, et je pense que vous l'aurez bien compris, plus on va descendre proche de l'objet, plus on va réduire en fait les informations remontées. Et du coup, plus on va être économe en énergie et économe en bande passante. Autre exemple maintenant, c'est la protection de la vie privée. On en a parlé tout à l'heure. Si j'ai des systèmes qui sont capables de filmer à la maison ou de m'écouter, il y a pas mal de polémiques autour de tout ce qui est enceinte connectée ou autre, et des remontées qui peuvent, des discussions qui peuvent être remontées et stockées directement dans le cloud, qui sont forcément pas utilisées, mais on ne sait jamais. En tout cas, si on a des doutes, voilà, la question qu'on peut se poser, c'est finalement, de quoi j'ai besoin? Si par exemple j'ai besoin d'avoir un micro sur une serrure qui reconnaît ma voix pour ouvrir une porte, est-ce que j'ai besoin de faire appel au cloud, ou est-ce que je peux directement faire en sorte que mon objet soit capable de comprendre que c'est moi et de comprendre que je demande à ce que la porte soit ouverte? L'idée, ça va être ça va être de redescendre toujours pareil le traitement directement sur l'objet, ce qui fait que même si on peut remonter des informations consolidées vers le cloud ou à travers la gateway, au final, les données de base, les données brutes, celles qui permettraient d'être espionnées ou autres, ne seront pas accessibles puisqu'elles resteront au niveau de l'objet. L'objet va traiter et va envoyer uniquement l'information consolidée. Donc voilà une illustration un petit peu de ce qu'on va chercher à faire. Et pour en arriver là, on va se rendre compte qu'il y a un certain nombre d'étapes à passer. Ces étapes, justement, elles sont liées à une espèce d'équilibre à trouver entre les contraintes liées au système embarqué et les besoins de l'IA et du traitement de l'IA, en fait. Donc, comme je le disais tout à l'heure, dans un système embarqué, l'espace mémoire est compté et limité. Et pourtant, les besoins de l'IA, c'est d'avoir de façon très significative une capacité de calcul et une capacité de stockage, puisqu'en fait on verra tout à l'heure dans le détail qu'à chaque fois on a un certain nombre de paramètres, ce qui peuvent correspondre à un certain nombre de curseurs qui permettent de prendre la décision à la fin, et tous ces paramètres il faut les stocker pour pouvoir ensuite exécuter l'algo. On va avoir une autre contrainte aussi sur le système embarqué qui est la puissance de calcul nécessaire, parce que plus on est puissant, on le voit bien, un PC ou un serveur de calcul, ça ne va pas avoir le même coût. Donc dès qu'on cherche à être plus calculatoire, on va être plus consommer d'énergie, mais aussi on va être plus cher.
Et pourtant, voilà, l'IA embarqué ou l'IA d'une façon générale, on va avoir besoin de beaucoup de fonctions de calcul et beaucoup de calculs parce qu'on va avoir des nombres flottants, des nombres réels à traiter ou des fonctions complexes mathématiques à traiter. L'autonomie d'énergie, bon, j'en ai parlé plusieurs fois donc je ne vais pas le répéter. Les calculs et même les transferts mémoire, en fait, quand on rentre dans le système embarqué, les différentes données vont être stockées dans la mémoire et on va les traiter séparément et du coup les transferts aussi sont consommateurs en énergie. Je l'expliquerai un peu plus tout à l'heure. Contrainte temporelle, donc c'est la vitesse du système à pouvoir traiter un algorithme complexe. Et les algorithmes d'IA sont complexes, notamment les réseaux de neurones. Et aussi, un des challenges aussi sur l'IA embarquée, ce qu'il faut bien comprendre, et ce qu'on voit bien au CATI, c'est finalement qu'on est aussi sur deux domaines de compétences. Et comme quand on est sur deux domaines de compétences, on a deux cultures, des outils différents, et l'optimisation entre la data science et le système embarqué, autour de l'IA embarquée, eh bien, elle est vraiment sur la fusion de ces deux domaines. Et voilà, on s'aperçoit tous les jours qu'il y a un manque de compétences évident sur ce domaine-là, parce qu'on n'a pas forcément de formation où on va apprendre ce qu'est l'électronique et on va apprendre aussi de façon poussée ce que sont les data sciences. Voilà, tout simplement. Et donc c'est à travers l'expérience qu'on arrive petit à petit à construire tout ça. On en a aussi, je pense, parlé tout à l'heure, donc je vais pas forcément passer longtemps. Il faut bien séparer deux étapes. Nicolas le disait tout à l'heure. Il y a l'étape de l'apprentissage. On va récupérer toutes les données. On va avoir des data scientists qui vont construire des algos. Et ensuite, on va avoir besoin de serveurs pour entraîner et construire un algo un peu figé qui va correspondre au traitement qu'on souhaite faire. Là, on a besoin de beaucoup de données, beaucoup de calculs pour pouvoir réussir à faire converger le réseau. Une fois qu'on a ce réseau, l'idée du système embarqué, c'est de se dire qu'on va le prendre tel quel et on va lui injecter des nouvelles données, il va nous donner des nouvelles réponses. Ça s'appelle l'exécution ou l'inférence aussi, quand on parle de réseau de neurones. Je détaille après ce qu'est un réseau de neurones, donc je ne le détaille pas sur ce slide-là. Un réseau de neurones. Donc là, l'idée, c'est pas de vous expliquer le réseau de neurones en lui-même ou comment ça se passe, mais c'est plutôt d'essayer de vous donner une notion de ce qu'il y a derrière, en fait. Donc un réseau de neurones, on va avoir des entrées, on va avoir différents poids, on va avoir un biais, des fonctions d'activation qui permettent, en fonction des entrées, de pouvoir prendre une décision. Au niveau du système embarqué qui va être à traiter cet élément-là, juste un neurone sur un microprocesseur, un microcontrôleur ou autre, ça va être un calcul mathématique en fait. Le calcul mathématique, il ressemble un petit peu à ça. Donc ça, c'est si on prend en compte, il y a plein de fonctions d'activation différentes. Si on prend en compte une fonction d'activation très utilisée qui est une sigmoïde, on va se retrouver avec une fonction de ce type-là. Et là, on comprend bien que juste pour un neurone, il va falloir faire un peu de calcul. Et pour un système embarqué, ça, c'est pas terrible, faire des calculs. Surtout quand on commence à se dire que on va avoir des réseaux de neurones qui vont être interconnectés les uns aux autres et qui vont en avoir des milliers, voire des millions, voire plus. Pour donner un petit exemple comme ça, on voit ici quelques réseaux de neurones connus pour traiter de l'image, notamment, et surtout, c'est sur ce point-là que je souhaite attirer votre attention, c'est sur la taille du rond, qui correspond au nombre de millions de paramètres, donc finalement de poids à stocker, pour chacun de ces éléments-là, si on veut les exécuter sur une cible. Donc dès qu'on est sur un PC, avoir la capacité à stocker des millions de paramètres, c'est possible. Dès qu'on commence à l'envisager sur nos montres connectées ou autres, on se rend bien compte que ça devient plus difficile. À titre d'exemple, un petit système embarqué dans notre écosystème Citron,
On va avoir 1 mégaoctet de flash, donc c'est la mémoire dans laquelle par exemple on va pouvoir stocker les poids, et on va avoir que 320 kilo-octets pour traiter le système, la partie applicative, mais aussi les calculs et l'exécution du code. Donc j'ai bien conscience que pour ceux qui ne sont pas électroniciens, c'est pas forcément facile de se projeter, mais c'est tout petit comparé à ces trucs qui sont gigantesques. Et donc tout l'objet du reste de la réunion, de la présentation, va être de se focaliser un petit peu sur comment on fait pour petit à petit réussir à compresser, à tailler pour que ça puisse rentrer dans des choses comme ça. Bien évidemment, on ne pourra pas faire rentrer tous les algos dans toutes les cibles. C'est assez logique. C'est pas pour rien que les voitures autonomes peuvent avoir des coffres remplis de calculateurs, c'est parce que tout n'est pas possible. Voilà, donc là, encore une fois, c'est pas terrible. Donc, quelles sont les solutions? Une première des solutions, ça s'appelle la quantification. L'idée de la quantification, c'est on va réduire quelque part la dynamique des différents poids qu'on utilise. Parce que pour avoir la convergence des réseaux, quand on va entraîner les réseaux, on va avoir une grande dynamique, on va chercher à avoir des nombres réels, des nombres flottants, avec des chiffres à virgule. Et les chiffres à virgule, c'est pas terrible pour les systèmes embarqués. Donc une des solutions, c'est la quantification, c'est de transformer ces nombres flottants en nombres entiers, et pourquoi pas devoir à réduire leur dimension au maximum, de façon à quand même avoir une précision dans le réseau, mais moins de poids à charger, etc. Donc ça, c'est ce domaine-là. Depuis tout à l'heure, je répète que la partie calculatoire, pour les systèmes embarqués, c'est pas terrible. Alors ce slide, il explique un petit peu. Quand on va faire des calculs, par exemple, si on fait des calculs sur du 8 bits, juste une addition, on va consommer une énergie, et dès qu'on va faire du 8 bits ou du 32 bits, je vais prendre plutôt du 32 bits sur une addition classique, dès qu'on va être sur du virgule flottante, on va s'apercevoir qu'en fait on va beaucoup augmenter la consommation énergétique pour un calcul. Souvenez-vous de la formule que je montrais tout à l'heure, on est loin de un calcul à avoir à faire. En plus, les opérations sont plus longues à exécuter pour les microcontrôleurs, par exemple. Les fonctionnalités qui permettent de faire du calcul aussi, c'est plus de silicium. C'est pour ça aussi que les serveurs de calcul coûtent plus cher. C'est parce qu'on a besoin de plus d'unités de calcul, plus de complexité. Et du coup, le silicium coûte plus cher, ce qui permet de faire la puce coûte plus cher aussi. Et les nombres flottants aussi occupent plus d'espace mémoire, etc. C'est ce que je disais. Donc, quand on va chercher à quantifier, on va faire quoi? On va se dire, j'ai un nombre flottant sur 32 bits, je vais le ramener en 8 bits et en binaire. On parle de ça, mais pas pendant la partie d'apprentissage. Vous vous souvenez, il y a 2 étapes. Il y a la partie apprentissage. L'idée, c'est de se dire, j'ai un réseau qui a été appris, où je sais que j'ai un niveau de performance, et ensuite, ce réseau-là, je le mets dans une moulinette. Et à la fin, il va me sortir, il va me transformer les poids qui sont en flottant en 32 bits vers des poids binaires ou des poids entiers, en essayant de minimiser au maximum la perte de précision. Il y en aura probablement, même s'il y a un certain nombre de stratégies, de méthodologies qui permettent vraiment de faire en sorte qu'on soit proche des niveaux de précision optimaux. Une autre solution, c'est l'élagage. Donc l'élagage, c'est j'ai un réseau, vous vous souvenez, avec plein d'interconnexions entre les différents neurones. Mais parmi ces connexions, j'en ai qui ne sont pas prépondérants, qui ne servent pas à grand-chose, qui n'apportent pas de valeur ajoutée finalement dans l'exécution de mon réseau. On va pouvoir, à travers des méthodologies, venir couper ces branches et donc supprimer à la fois les interconnexions, mais aussi peut-être certaines neurones et peut-être aussi les poids associés, ce qui fait qu'on va rendre notre algorithme de plus en plus léger. Ensuite, on va avoir la même étape. Donc vous vous souvenez là, à travers les 2 autres étapes que j'ai montrées tout à l'heure, on va réduire les poids au niveau du réseau de neurones. On va faire en sorte qu'il y en ait moins. Et là, on va travailler aussi sur la fonction, vous vous souvenez, la fonction qui était calculatoire, là, celle qui permettait de prendre la décision finale. On a des approches aussi qui permettent de, juste pour la partie inférence, la partie exécution, changer ces fonctions de calcul de façon
à alléger la complexité du système, la complexité calculatoire. Souvent, les sigmoïdes ou les tangentes vont apporter en fait des non-linéarités qui permettent au réseau, lors de l'entraînement, de mieux converger vers un résultat. Quand on fait de l'inférence, après, on peut se permettre, dans la plupart des cas, de venir simplifier ces aspects-là. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure aussi. Il faut bien avoir en tête que quand on a un système embarqué, on va avoir une unité qui va permettre de faire du calcul. En général, on a de la mémoire locale qui permet d'exécuter ce calcul-là. Et ensuite, on va stocker d'autres paramètres dans la mémoire dynamique. L'ensemble de ces accès mémoire consomment du temps, et notamment ça consomme plus de temps quand je vais dans la mémoire externe que dans la mémoire interne. Et je vais aussi avoir le même rapport aussi, de façon très significative, sur la consommation d'énergie. Donc ça, c'est des choses qui sont bien à prendre en tête. En fait, quand on va avoir un algo à traiter au niveau du système embarqué, il vaudra mieux le travailler en local, ou en tout cas le découper pour que le travailler en local, et limiter les accès mémoire. Qu'est-ce que j'avais marqué là? Oui, voilà, le temps, l'accès à tous les poids, ça coûte du temps et ça coûte de l'énergie. C'est aussi pour ça qu'il y a pas mal d'approches maintenant au niveau de la recherche pour diminuer finalement ces deux facteurs-là, qui permettent de rapprocher le stockage de millions de poids et le traitement de ces millions de poids au plus proche de l'unité de calcul. Je n'ai pas cité l'exemple tout à l'heure, donc j'en profite. Par exemple, quand on fait le traitement d'une image, on va avoir toute une image à traiter. Et après, on va lui appliquer un certain nombre de filtres, un certain nombre de calculs mathématiques sur chacun des pixels. Et cette image de la mémoire, finalement, il faut la stocker proche de la partie calculatoire. Et aujourd'hui, les systèmes embarqués ont vraiment du mal à faire ça. Et c'est pour ça que tous ces travaux-là autour de mémoire en 3 dimensions ou en 2,5 dimensions est important. Le domaine de recherche autour de tout ce qui est traitement des réseaux de neurones sur système embarqué est vraiment très dynamique. Il y a beaucoup d'approches différentes. Là, ça, c'est un aperçu. C'est un aperçu. Maintenant, on va commencer à aborder un petit peu la phase de comment je fais quand je suis électronicien ou que je fais des systèmes embarqués pour intégrer du réseau de neurones dans mon système embarqué. Parce que la datation, ce n'est pas forcément ma spécialité. Et comment je fais? Il y a de plus en plus d'outils en fait, qui existent et qui permettent de pré-mâcher ce travail-là. Une des grandes suites qui permet de faire son réseau de neurones, créer des réseaux de neurones, ça s'appelle TensorFlow. C'est porté par Google et notamment ils ont bien compris le besoin du edge computing, le besoin d'aller intégrer de l'intelligence artificielle en embarqué. Et du coup, au fil du temps, ils proposent des outils qui permettent justement de faciliter la descente de l'algorithme vers le microcontrôleur. Donc on va voir le premier package que tout le monde connaît, là c'est TensorFlow, qui va nous permettre de créer le modèle, de réaliser son entraînement. Ensuite, ils se sont dit, je vais faire TensorFlow Lite. TensorFlow Lite, ça va me permettre de quantiser, souvenez-vous, j'en ai parlé tout à l'heure, de quantiser le réseau de neurones pour l'intégrer, par exemple, dans des smartphones, Android ou autres. Donc c'est un premier niveau. C'est du système embarqué, mais c'est du système embarqué qui est déjà assez calculatoire. Pour preuve, votre téléphone, vous le rechargez assez souvent, je pense. Là où on a peut-être des systèmes, je parlais de la serrure connectée ou autre tout à l'heure, où qu'on n'a peut-être pas envie d'alimenter tous les 4 matins parce qu'à recharger, c'est peut-être pas simple. Et du coup, ils fournissent maintenant des outils qui permettent le modèle, une fois quantisé, l'intégrer dans des librairies pour microcontrôleurs et des librairies aussi avec des possibilités d'optimisation pour accélérer les calculs mathématiques dont je parlais tout à l'heure. Il y a beaucoup de travaux aussi qui travaillent sur la transformation des différentes instructions, enfin ce que vous programmez dans un logiciel en C ou en C++, il va se transformer en assembleur, en langage machine ensuite pour le microcontrôleur.
Et on a de plus en plus de librairies qui cherchent à optimiser cette transformation-là de façon à faire en sorte que le traitement calculatoire soit le mieux exécuté par le silicium lui-même. En fait, voilà, il y a toute cette phase d'interprétation là qui est importante. Et du coup, par exemple, CMSIS là, qui est fourni par ARM permet d'accélérer de façon très significative juste le traitement d'une multiplication ou d'une sigmoïde ou autre chose. Donc il y a de plus en plus de bibliothèques qui existent comme ça. Et TensorFlow Lite, à travers TensorFlow Lite for Micro, produit un certain nombre d'outils et fournit un certain nombre d'outils qui nous permettent de le mettre en embarqué. Donc en fait, cette chaîne-là va couvrir... donc là, c'est la chaîne complète. Hein. Je récupère la donnée, j'analyse la donnée, je crée le réseau, je fais l'entraînement, la compression du réseau et je l'implante dans mon réseau de neurones. Cette chaîne d'outils-là va me permettre de gérer cette partie-là. Sur les prochains outils, on va voir qu'on peut avoir un périmètre différent en fait. ST, donc fabricant de microcontrôleurs, je pense qu'un certain nombre d'entre vous peuvent connaître, notamment les STM32, fournit aussi ses propres outils parce qu'il a bien compris que les électroniciens aussi ou les gens qui font du système embarqué avaient un besoin justement de concevoir des produits intelligents intégrant de l'intelligence artificielle, et donc ils ont fourni un outil qui s'appelle STM32 Cube AI qui permet de charger un modèle quantifié. À partir de ce modèle quantifié, il va nous donner un certain nombre de paramètres qu'on peut mettre. Il va même proposer les cibles de microcontrôleurs qu'on peut utiliser qui correspondent à la mémoire, à la fois pour stocker les poids, mais aussi à la mémoire d'exécution, qui sont compatibles avec le modèle que je viens mettre. Donc finalement, ils facilitent cette démarche-là. Et ensuite, ils ont des outils qui permettent de compresser le réseau pour pouvoir optimiser son empreinte mémoire dans le microcontrôleur. Et ils vont même jusqu'à proposer un certain nombre d'outils qui est l'évaluation de la consommation électrique de l'inférence du réseau, du temps d'exécution aussi. Donc on a de plus en plus d'outils comme ça qui facilitent la prise en main. D'autres outils encore, alors là c'est chez Xilinx, qui facilite de la même façon que l'a fait STM-Cube l'implantation de réseaux de neurones, mais là c'est sur FPGA. Donc FPGA, on va avoir la possibilité de paralléliser plus de calculs, de créer des zones mémoire locales, en fait, d'avoir, voilà, c'est quelque chose qui est assez agile en termes de programmation, qui est plutôt dédié d'ailleurs à des besoins de calcul et des besoins de rapidité assez performantes, enfin assez importantes. Et voilà, eux par exemple, Xilinx c'est un outil aussi qui traite encore ces parties-là. Et ensuite on a des outils qui vont essayer de réconcilier les deux mondes un petit peu plus. Donc qui vont permettre de récupérer de la donnée, qui vont fournir aussi des outils qui permettent de venir cibler par exemple la zone du signal qui nous intéresse sur l'accéléromètre par exemple. Voilà, qui vont nous permettre d'avoir des outils accessibles de pré-traitement pour ensuite nous permettre aussi à travers des bibliothèques, hein, donc on est d'accord, c'est comme dans tous les métiers, là on cherche à travers ça à faciliter l'usage pour des gens qui n'ont pas forcément une expertise forte, mais qui quand même cherchent à faire des choses compliquées. Donc ils ont un certain nombre de boîtes prédéfinies avec différentes topologies d'algorithmes qui permettent de construire son propre algo, son propre réseau, et ensuite de l'entraîner à travers la plateforme et de pouvoir le compresser et générer des éléments qui sont directement embarquables sur des microcontrôleurs. Il y a une partie gratuite, une partie à partir d'un certain nombre de temps de calcul ou autre qui est payante. Mais en tout cas, c'est une solution qui est plutôt séduisante, que même si on a envie de jouer un petit peu, ils ont plutôt fait ça bien. Avec votre téléphone portable, vous flashez un QR code, vous faites bouger votre téléphone portable. Les données sont envoyées directement dans le cloud sur votre session et vous pouvez commencer déjà à jouer, à reconnaître des chiffres et à faire un truc. Donc c'est plutôt une approche intéressante à la croisée des deux mondes. Une autre approche intéressante, dont je ne vais pas parler parce que c'est la présentation qui suivra la mienne, fournie par ST Microelectronics. Et c'est pareil, c'est une approche assez complète
qui va de la donnée jusqu'à l'implémentation du réseau. Mais je laisserai mon collègue présenter tout à l'heure. On a vu un certain nombre d'outils qui permettent de faciliter l'implantation. Maintenant, je vais juste, et ça va faire un peu catalogue, mais je passerai vite, c'est promis, sur les architectures, parce qu'il y a là aussi, comme sur les outils, sur les architectures, donc les composants eux-mêmes, on a de plus en plus de références et de plus en plus de fabricants qui proposent d'intégrer des éléments qui permettent de faire des calculs rapides, et notamment des calculs matriciels ou des calculs vectorisés avec des zones de mémoire importantes. Donc par exemple, Maxime a développé un microcontrôleur, donc microcontrôleur à base d'une Cortex-M, qui intègre directement en mémoire des accélérateurs de traitement de réseau de neurones, et qui utilise aussi un RISC-V. Donc là, c'est une architecture de microcontrôleur ou de microprocesseur pour venir assurer les transferts mémoire et autres entre l'application et l'accélérateur de neurones. Donc ça, c'est des approches. Il y en a d'autres. On va avoir NXP qui a une approche aussi où eux, ils vont intégrer un DSP qui permet de calculer très vite avec des virgules flottantes, mais aussi des caches à proximité, ce qui permet d'optimiser aussi ces traitements-là. Je vous ai promis que ça irait vite, donc je passe vite sur les slides. On a aussi une société française, Greenwave, qui intègre un cluster de microcontrôleurs, de microprocesseurs avec de la mémoire, avec des systèmes de gestion de cache assez astucieuses, etc., qui permettent d'accélérer aussi les traitements de neurones. Et enfin, là, on va enchaîner sur un cas d'usage qu'on a conçu essentiellement dans notre démarche de centre de transfert technologique, plus pour défricher et plus pour créer un cas d'usage pédagogique, on va dire, qu'une utilité forte au quotidien. L'idée de ce cas d'usage, c'est à travers un microcontrôleur, de pouvoir prendre une photo d'un chiffre manuscrit et de le reconnaître, donc de faire un de l'OCR. Je reconnais que c'est un 3 qui a été écrit ou un 2. Voilà, ça se matérialise sur un certain nombre de cartes électroniques stackées les unes sur les autres et d'un petit système là, qui permet de caler la distance. Voilà. Vous pourrez le voir sur le stand qui est juste derrière tout à l'heure. Pour faire de l'embarqué et pour faire ce système-là, il y a un certain nombre de contraintes que je vais expliquer tout à l'heure et d'outils notamment qui ne sont pas forcément disponibles sur les microcontrôleurs. Je vais regarder. Ouais, si. Ok. Je regardais l'heure parce que je ne sais plus à quelle heure je dois terminer. J'avais peur de dépasser. Ok. Donc très bien. Pour faire ça, on va s'appuyer. On a la chance au CATI d'avoir deux plateformes en fait qui nous permettent de faciliter la conception d'objets. On a une plateforme qui s'appelle Citron. L'ambition de Citron, c'est de fournir des modules électroniques pour pouvoir développer rapidement une preuve de concept et surtout que cette preuve de concept puisse facilement être intégrée puisse devenir un produit électronique produit en grande série. Souvent, certaines approches un peu hobbyistes, type Arduino ou autres, qui permettent de venir créer des preuves de concept assez rapidement, elles butent sur la partie industrialisation. Comment je fais pour aller plus loin ? L'idée de Citron, c'est vraiment ça, c'est de fournir des briques open source, open hardware, open software, pour pouvoir rapidement faire la maquette, mais aussi avoir les bons composants qu'on va pouvoir récupérer pour faire le produit, intégrer, avoir aussi toute la partie logicielle embarquée, faite avec les règles d'exigence qu'on peut avoir dans l'industrie quand on fait un produit. L'autre plateforme qui nous est bien utile s'appelle Vanilla, là, qui fait appel plus aux compétences dont Nicolas parlait dans son équipe, là, plus aux appels aux data scientists, et où l'objectif c'est d'avoir une plateforme qui va nous permettre de développer plus facilement des algos
d'intelligence artificielle, plus facilement de les entraîner. Au CATI, on a une plateforme de calcul et qui va nous permettre d'avoir accès à un certain nombre d'outils prépackagés pour faciliter finalement la création de ces algorithmes-là. On a un démonstrateur sur un assistant vocal là qu'on pourra voir aussi sur le stand à côté. Bon, on a un peu oublié la lime, mais voilà. En tout cas, il est là-bas, vous pouvez venir le voir. Je vois que mes collègues rigolent, mais oui. Du coup, l'idée, là je reprends un petit peu le workflow qui vont jusqu'à l'algorithme intégré. Donc on a vu, on a deux plateformes, une qui nous permet d'avoir du système embarqué, l'autre qui nous permet de travailler nos algos. Et du coup, on va parcourir le workflow qui nous permet d'aller de l'idée jusqu'à l'objet final. Donc on va choisir du matériel, donc on va pouvoir trouver un certain nombre de matériel sur la plateforme Citron par exemple, et ensuite on va pouvoir créer le réseau. On va chercher à apprendre à travailler, à entraîner le réseau. On va ensuite chercher à le compresser, ensuite l'intégrer, et après on peut avoir des boucles itératives en fait là-dessus. Donc pour traiter le cas d'usage que j'expliquais tout à l'heure, on a des bases de données qui existent, qui ont déjà des données pré-entraînées. Ça s'appelle MIST notamment, et on va avoir des structures algorithmiques qui permettent aussi d'adresser le traitement de ça. Donc on va pouvoir justement suivre ce processus-là pour arriver jusqu'à l'intégration. Donc l'idée c'est que j'ai une image, que chaque image en fait, je vais la découper en plusieurs morceaux, je vais la faire passer à travers de mon réseau de neurones, et je vais avoir une probabilité que ce soit un 0, une probabilité que ce soit un 1, une probabilité que ce soit un 9, et puis après cette probabilité, je l'exploite d'une façon plus ou moins importante, enfin de la façon dont je veux en fait, soit j'affiche toutes les probabilités, soit je dis la probabilité la plus forte c'est le chiffre que je cherche à déterminer. Voilà. On a la construction de l'algo, là, parce que je pense que c'est intéressant aussi de voir à quoi ça peut correspondre. Donc là, il y a un algo qui permet de traiter justement ce réseau de neurones-là. Il va être décrit comme ça. D'ailleurs, dans les outils que je vous présentais tout à l'heure, on peut mettre l'algo qui a été entraîné dans une autre machine et le visualiser de cette façon-là pour avoir un petit peu comment il est et les optimisations qu'on peut y apporter. Voilà, les résultats qu'on a, donc bon, là on voit les deux cartes principales, la carte microcontrôleur qui va intégrer la partie calculatoire, la partie qui permet de faire une caméra. Juste en aparté, pour ceux qui sont sensibles à la programmation de microcontrôleurs, en microcontrôleur, on n'a pas de capacité de pré-traitement d'image, enfin, on n'a pas de bibliothèque standard qui permette de pré-traiter la donnée. Donc si vous avez de la donnée, si vous prenez une photo par exemple, avec des ombres, qui n'est pas bien centré, qui n'est pas très clair, avec certains reflets, etc. Il faut savoir que autant sur un PC, on a plein de bibliothèques, pour ceux qui connaissent OpenCV ou d'autres, on a plein de bibliothèques qui permettent de faire ça. Sur microcontrôleur, on a aussi cette difficulté-là, c'est-à-dire on a peu de capacité calculatoire, peu de capacité à stocker des poids, etc. Et donc peu de souplesse pour intégrer un réseau de neurones, mais aussi on a aussi la complexité du pré-traitement qu'on va devoir faire à la main ou voilà, où il va falloir adapter un petit peu les choses. Voilà, donc le process c'est ça, je prends une photo, je fais un traitement d'image, en l'occurrence ce qu'on fait c'est qu'on recentre l'image et on la transforme en noir et blanc. Je fais l'inférence, donc je fais le traitement, et ensuite j'envoie le résultat en BLE sur une tablette à côté pour visualiser le chiffre qui a été reconnu. Donc ça c'est l'objectif. L'algorithme que vous avez vu tout à l'heure, donc il fait 22 kg de flash, donc là en l'occurrence ça rentre largement, et 10 kg de RAM. Et l'inférence, le temps d'inférence, il prend 1 seconde. Donc on sait déjà, et on le verra tout à l'heure, on a des travaux de recherche au CATI, où on sait déjà qu'on va pouvoir l'améliorer. Aujourd'hui, on ne l'a pas intégré dans la plateforme, mais ça, c'est le chiffre tel que c'est la réalité, en fait. Je ne cherche pas à projeter sur quelque chose qu'on n'a pas fait. Voilà un petit peu le process. Là, je conclurai un petit peu par les travaux de recherche qu'on a en cours. Aujourd'hui, on a une thèse en cours là, dans le service, où l'objectif finalement c'est d'essayer d'avoir une méthodologie ou en tout cas un outil
qui permet de concilier les demandes. Vous savez, j'en ai parlé tout à l'heure, j'ai un data scientist qui fait un super algo de la mort, je vais dire, mais par contre qui ne sera jamais exécutable dans un système embarqué. Et de l'autre côté, j'ai quelqu'un qui fait de l'électronique, un système embarqué, qui dit oui, mais moi j'ai ça comme capacité de calcul et comment je vais faire? Et donc nous, on travaille là, à travers cette thèse-là, dans l'idée de se dire, j'ai ces deux données d'entrée et je vais avoir une espèce d'outil qui sait récupérer les demandes et interagir de façon à se dire, peut-être que l'algo, il faudrait adapter le réseau, et je vais donner quelques exemples après, simplifier le réseau pour qu'il soit plus facilement embarquable, compresser le réseau, mais peut-être aussi qu'à un moment donné, il va falloir que je change de cible et que du coup, que je règle le curseur bien au milieu de ces demandes-là, de façon à avoir le système le plus optimisé possible. Donc ça, c'est une thèse en cours. Je vais passer assez rapidement sur ces slides-là qui correspondent à différentes couches de réseaux de neurones, en fait, et où il y a beaucoup de, comme on disait tout à l'heure, il y a beaucoup de travaux de recherche là-dessus, et on sait qu'il y a un certain nombre de couches qui peuvent être fusionnées ou adaptées lors de l'inférence. Et du coup, cet outil va travailler sur ces aspects-là. Donc, par exemple, une convolution 2D et la deuxième couche qui permettent d'avoir un truc, une convolution 2D fusionnée en fait, le pool average et la convolution fusionnée dans un même paquet. De la même façon sur la partie filter pruning, etc. Donc je ne vais pas forcément rentrer dans les détails. Voilà, il y a un certain nombre de méthodologies qui permettent de convertir le réseau en fait pour ne pas avoir de pertes, pour rester dans le même esprit que celui qui a été conçu, mais par contre qui sont plus hardware friendly, ce qui vont être mieux ingérés par le hardware. Donc voilà les travaux sur lesquels on travaille. Voilà d'autres batch normalisation, etc. Typiquement, quelques premiers résultats qu'on va pouvoir présenter, c'est on a un réseau bien connu justement pour traiter ce que je disais tout à l'heure, la reconnaissance des chiffres, qui s'appelle le net, avec un certain nombre de couches. Et l'idée, c'est en le faisant passer par l'outil dont je parlais tout à l'heure, on arrive à réduire de façon très significative le nombre de couches. Donc ce truc-là se transforme en ce truc-là quand il est adapté. Tout en gardant le même niveau de performance, on a une dégradation, on va le voir à travers ce tableau-là. On a une perte de 1% de performance. Par contre, on va avoir des gains significatifs en termes de stockage de poids et en termes d'exécution de calcul. Typiquement, là, on avait 200 000 poids, là, on n'en a plus que 3 000. Mac, ça, c'est les multiplications. On en avait 487 000, on n'en a plus que 21 000, etc. Donc, on a, voilà, en vert, on a la comparaison et le gain. Ce qui nous permet à la fin d'avoir sur le réseau initial, on avait 6000 microjoules et sur le réseau une fois adapté, on en a 311 microjoules par exemple de consommation. Voilà, ça c'est les résultats, c'est ce qu'on intégrera plus tard aussi dans le système. Et nous, on participe à notre échelle finalement à cette production d'outils, parce qu'on sent bien que là il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de thématiques, les architectures, vous les avez vues, sont très différentes. Il y a beaucoup de travaux sur les architectures aussi, il y a beaucoup de travaux chez les data scientists, et du coup c'est un champ très important. Et se retrouver dans cette jungle-là, bon, c'est pas toujours facile. Donc voilà, c'est un peu... on essaye de contribuer aussi en fournissant des outils de ce type-là pour faciliter justement ce travail-là. Voilà. J'en ai fini pour ma présentation.